Retour ici dans ce studio et je l'ai dit tout à l'heure, notre invité, c'est bien M. Baouri, président de l'UDRG, par ailleurs membre du Conseil national des assises. Avec lui, nous allons tout à l'heure faire la revue de l'actualité sociopolitique du pays, mais on était avec ce communiqué du CNRD Cheikh Ndoye Sadibou, ce communiqué qui interdit désormais toutes les manifestations jusqu'aux prochaines campagnes, en tout cas sur les rues et également artères publiques. Oui, Lamine parlait tout à l'heure de cadre de dialogue. Il y a même d'ailleurs le dernier paragraphe, je pense, du communiqué du CNRD qui dit le CNRD encourage les acteurs des forces vives à poursuivre les discussions au sein du CNT et du cadre de concertation. Sauf que les forces vives ne sont pas représentées au sein du CNT. En tout cas, le débat il est posé. Oui, le débat il est posé. Souvent, on a tendance à confondre. CNRD, oui, ils pensent que le CNT, c'est les forces vives de la nation. Voilà, parce que tout le monde est représenté là-bas, les partis politiques, les syndicats, etc. Alors que c'est différent lorsqu'on parle des forces vives proprement dites. Ensuite, le cadre de concertation. Le cadre de concertation, je pense que est tel que demandé par les politiques qui veulent un cadre de concertation beaucoup plus approprié. De dialogue même. De dialogue, voilà. C'est-à-dire qui ne convient pas aux partis politiques parce qu'ils pensent que lorsqu'il est question de parler des questions politiques, il faut un cadre beaucoup plus qui répond aux aspirations des politiques, pas un cadre de concertation, cadre de dialogue fourre-tout, où on va retrouver tout le monde. Je pense que ça aussi, ça a été dit. Ça, c'est juste par rapport au dernier paragraphe du communiqué du CNRD. Maintenant, revenons sur le contenu du communiqué lui-même. Moi, Comment peut-on interdire les manifestations pendant toute la durée? Pendant toute la durée. C'est plus que de la dictature. Hein. Ça veut dire qu'il faut surseoir à toute manifestation pour combien d'années? Pour 2 ans. Alors, au minimum. 2 ans au minimum. Non, pendant toute la période. Pendant toute la période de la transition, on ne sait pas encore. 3 ans. On a même dit 3 ans. Souvent même, on se pose la question. On sait qu'il y aura peut-être un rallongement quand on parle de 3 ans parce qu'il faut tenir compte peut-être des imprévus pour ce qui est de la durée de la transition. En tout cas, 8 mois sont déjà consommés. Oui, mais bien sûr, au-delà des 8 mois, mais aussi les 36 mois. Comme c'est qu'on l'a dit, je rappelais la fois dernière, je pense qu'on ira même au-delà. En tout cas, si on reste dans cette périodicité, on ira au-delà même de ces 36 mois, parce que quiconque, on le sait, hein, lorsqu'il est question de parler de transition et organisée, il y a toujours des imprévus, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui peut nous amener au-delà même de ces 36 mois. Mais moi, ce qui a beaucoup plus attiré mon attention, c'est le cas de Lansana Kouyaté. Lansana Kouyaté qui, politiquement, je ne sais pas, personnellement, je ne comprends pas quelle est sa position. Est-ce que peut-être il pense qu'il faut peut-être faire l'amour au CNRD, comme le président de la transition. C'est le cas qu'il demande de celui d'Alain Diallo. Oui, il n'a qu'à demander. C'est très mal connaître. C'est très mal connaître. Il disait que le CNRD c'est un partenaire. Les gens veulent opposer l'UFDG au CNRD. Il n'en est pas question. L'UFDG ouvre ses portes au CNRD. L'UFDG est même prêt. Est prêt à collaborer avec le CNRD. Aujourd'hui, son leader n'est même plus en Guinée. Oui, il y a le cas de l'UFDG, mais de façon générale, la classe politique dans son ensemble, ils avaient tous applaudi l'arrivée du CNRD. Alors, si Lansana Kouyaté pense qu'il faut caresser peut-être à l'absence de Sidia... Dans le sens du poil. Oui, mais bien sûr. À l'absence de Sidia ou encore celui d'Alain Diallo, qui on sait, même le RPG, qui ne font pas bon ménage avec le CNRD, pouvoir peut-être se repositionner politiquement parlant, c'est mal connaître le militaire. Et comme le président de la transition l'avait dit, il faut peut-être caresser, faire l'amour à la Guinée. Et donc, il faut faire l'amour aussi, caresser au CNRD pour se permettre, n'est-ce pas, un positionnement beaucoup plus adéquat, contrairement aux autres partis politiques. Moi, je me dirais que c'est très mal connaître le CNRD. Et comme on le dit souvent, la fin justifie les moyens. Massouma, est-ce que vous êtes surprise de cette décision prise par le CNRD? Alors, je dirais oui. Parce que je suis surprise. Oui, parce que l'article 8, quand même, consacrait la garantie aux libertés fondamentales. Bien sûr, parce que moi, je me demande, en fait, je sais que des actions qui ont été posées récemment nous ont quand même un peu déçus dans certains sens, mais je ne m'attendais pas quand même à ce que le CNRD, après tout ce qu'ils ont dit quand ils sont arrivés, ait eu ce courage-là de publiquement interdire l'un des droits les plus fondamentaux qui puissent exister. Le droit de manifester est quand même un droit qu'on ne doit pas négliger. Donc, je pense que c'est d'une très grande maladresse de communiquer sur l'interdiction de ce droit de manifester
De surcroît, par un CNRD qui nous a quand même, lors de ses discours, quand il venait d'arriver, avec tout l'espoir qui était suscité autour de cette question, qui nous a quand même fait rêver, qui nous montrait qu'ils étaient conscients que ce peuple-là avait souffert. Ouais. Et aujourd'hui, il faut éviter les erreurs du passé. Il faut éviter les erreurs du passé. Il faut tirer toutes les leçons. On a l'impression qu'on n'est même pas avec les mêmes personnes. Il y a eu un changement radical. Moi, la question que je me pose, qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce pouvoir-là? Parce que j'ai l'impression que les gens, dès qu'ils arrivent au trône, comme il faut le dire, ils changent de veste. Et c'est inconcevable quand même que pendant une durée de 3 ans, on puisse bloquer, en fait, mettre en sourdine ou gélifier ce droit de manifester qui est quand même, surtout au vu et au su de tout le monde. Parce que cette communication-là, elle est publique, la communauté internationale peut avoir accès, tout le monde peut avoir accès. Pour moi, c'est hyper maladroit. Après, de l'autre côté, pour moi, il n'y a pas de négociation. Ce droit, on ne doit pas le. Parce que quand un droit est acquis, oui, on doit se battre pour ne plus le perdre. C'est ça, exactement. Ouais. Surtout, il faut en fait le garantir. Mais de l'autre côté, il y a quelque chose sur quoi j'ai envie d'attirer de l'attention. Cela n'a rien à voir avec le fait que je défends le droit de manifester. Généralement, ici, on fait des manifestations sans conviction. Il faut aussi le souligner. La plupart des gens qui sortent, qui meurent, qui descendent dans des rues, ne savent même pas exactement pourquoi ces personnes sont dans les rues. Moi, j'aimerais que nos populations aussi prennent conscience. S'il faut aller réclamer ce droit-là ou aller manifester dans la rue, il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, que ceux qui nous disent publiquement qu'ils sont dans cette conviction-là, qu'ils soient sur le terrain avec tout le monde, qui risquent leur vie. Même si aujourd'hui, je suis d'accord avec Sanso, manifester ne doit pas être l'équivalent de se faire tuer. Normalement, quel que soit le nombre de personnes qui descendent dans les rues, c'est possible aujourd'hui de manifester sans qu'il n'y ait blessure. Il y en a eu, hein. Il y en a eu dans ce pays. Il y en a eu même ici, hein, avec le FNDC, on a eu des grandes manifestations comme ça. Les dernières manifestations, il y en a eu, c'est vrai. Mais si le CNRD déjà estime que si les gens, on ne sait pas ce qu'ils ont en tête, ne sortez pas, parce que peut-être si vous sortez, vous risquez peut-être quelque chose. Cela sous-entend quelque chose. Pour moi, non seulement le CNRD doit rectifier ce tir-là, ils doivent apprendre, encadrer, nous montrer qu'aujourd'hui en Guinée, c'est possible de sortir, de réclamer son droit sans rien avoir, mais aussi sans être tué. Mais j'aimerais aussi que les populations, de leur côté, manifestent pour quelque chose, pour la même conviction, pour les mêmes raisons, sachent pourquoi elles sont dans la rue et arrêtent de risquer leur vie sans même sans raison. Est-ce que cette démarche va davantage cristalliser les rapports entre la classe politique et le CNRD? Donc est-ce que l'affrontement va être inéluctable? Le rapport, il était déjà tendu et avec ce communiqué, je pense que le CNRD vient de franchir la ligne rouge. Il est en train d'utiliser un logiciel politique, à mon avis, qui est abîmé parce que on ne peut pas, surtout dans le contexte actuel, parce qu'il faut le préciser, le CNRD doit comprendre qu'il est au pouvoir aujourd'hui parce que le peuple l'a accepté, pas cautionné, mais accepté. Parce que beaucoup de Guinéens ont estimé qu'avec leur arrivée, l'avènement du CNRD au pouvoir, si vous voulez, c'est de l'espoir. On peut espérer voir une Guinée meilleure. Mais si dans ce même contexte, vous revenez sur les mêmes pratiques que vous avez dénoncées, parce que vous avez dit, il faut le rappeler, qu'il faut revenir, si vous voulez... le pays a beaucoup souffert. Le pays a beaucoup souffert. Faire l'amour au pays, il faut faire l'amour au pays. Il faut tourner la page des vieilles pratiques. Mais lorsque vous commencez vous-même à revenir sur ces actions-là, les gens perdent espoir en vous. Les gens perdent confiance en vous. Mais au-delà, si vous interdisez l'exercice des droits ou des libertés fondamentale, eh bien, vous donnez la possibilité aux gens, surtout ceux qui disent que vous êtes en train de prendre un autre chemin et que la transition est en train de dévier, eh bien, vous leur donnez raison. Je pense qu'on n'avait pas besoin d'aller, en tout cas, à mon avis, à ce stade, à se communiquer ou à cet endroit-là. Il fallait juste privilégier, comme ça a toujours été dénoncé, un dialogue sincère et discuter, prévoir, en tout cas, accepter toujours, si vous voulez, le dialogue, de ne pas considérer la classe politique comme étant une menace. La manifestation, les gens, quand on nous dit que le 28 septembre, justement, c'est pour éviter... Mais attention, est-ce que le problème, c'est parce que les gens ont réclamé leurs droits? Non, ça n'a rien à voir. C'est parce que, quelque part, ceux qui sont venus
encadrer ou réprimer, ont posé des actes qui vraiment ont étaient fait ignobles, de ce jour des actes ignobles. un jour inoubliable dans le mauvais sens. On peut bien autoriser l'exercice des droits humains sans pour autant que on va même dire on peut même garantir, pas autoriser. Sûr, on peut même les garantir. Donc je pense que parce que le régime des manifestations, il faut le rappeler, il est déclaratif. Avec ce communiqué, c'est un régime déclaratif. On vient d'ouvrir un couloir de tension parce que finalement, on va se dire, surtout quand on dit pour permettre au CNRD d'exécuter son chronogramme, ça pose problème. C'est vrai, c'est le CNRD qui est au pouvoir, c'est un pouvoir de décision et tout, mais attention, on parle d'un pays qui n'appartient pas à une classe. C'est tout le pays. À une catégorie donnée. Quand on parle de transition, il s'agit de la Guinée. C'est au nom de la Guinée. C'est au nom de la Guinée. Et par conséquent, c'est au nom il faut et le faire Guinée. comme il l'a dit, il faut que ça soit inclusif. Et pour que ça soit inclusif, il faut écouter les gens. Vous pouvez avoir des initiatives, mais que les autres peuvent aussi remanier, apporter un plus et même orienter. Et ça ne doit pas être un dictat. Vous pouvez même reculer. Une imposition, Vous pouvez même reculer, ce n'est pas une peur. Je pense que c'est de la grandeur, c'est de prouver nous voulons la même chose. Et si vous estimez que cette manière ne peut pas faciliter la réussite de cette transition, eh bien on peut faire à votre manière. Et comme cela, à l'arrivée, le bilan, il devient général. Et on va dire, oui, si ça réussit, c'est parce qu'on était tous ensemble. Si ça échoue, vous ne pouvez pas vous en prendre à moi parce que ça a été une décision collégiale. Mais si vous prenez la décision unilatérale, vous allez payer les conséquences demain et il faut éviter que la Guinée une transition aussi consensuelle, ça ne marche toujours pas. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu appelles une décision consensuelle qui ne marche pas? Non, je suis désolé. Ce qu'il faut faire, non, on ne peut pas nous le dire. Il faut se placer au juste milieu. Mais est-ce que ce juste milieu, il est observé aujourd'hui? Non, il n'est pas observé. Alors, le CNRD doit faire des efforts. Mais encore une fois, il ne faut pas qu'on prétende, il faut pas tomber sous le dictat de ceux qui pensent que tout ce qui doit être fait, il faut bien leur... mais lorsqu'on dit consensus, quand on dit consensus, voilà, ça veut dire ce qu'on pouvait dire sur cet autre sujet. À présent, on se tourne vers notre invité, Monsieur Baouri. Il est le président de l'UDRG et membre du Conseil national, du Comité national des assises. Monsieur Baouri, bonsoir. Bonsoir. Lorsque vous avez ajouté un membre du Comité national des assises, je dois préciser que cette désignation dans cette instance, et j'en suis heureux et fier, est à titre intuitif personnel. Ça n'a rien à voir avec votre statut. Avec le statut particulier. Mais bon, le statut particulier, c'est l'identité aussi de la personne. Donc, tout rentre en ligne de compte. Mais bref, je pense que dans les prochains jours... C'est parce que vous avez été ministre de la Réconciliation nationale, vous êtes cofondateur de l'EGDH, c'est à cause de tout ça il y a tous ces éléments en ligne de compte. Vous estimez que c'est quelque chose d'intéressant pour vous? Ça enrichit votre CV autrement? Au-delà d'un CV, c'est une meilleure connaissance de la société guinéenne, d'aller en profondeur, d'écouter des personnes qui souffrent, qui ont des... Mais vous le faites régulièrement parce que vous êtes tout le temps à l'intérieur du pays, M. Ba. Raison de plus. C'est pas une première quand même. Non, raison de plus. Si c'est le cas, il n'y a certainement pas de valeur ajoutée. Raison de plus, dans un cadre plus structuré, plus organisé, plus national, c'est extrêmement important. Parce donc que c'est là, une grande fierté pour vous aujourd'hui. Bien entendu, j'en suis très heureux d'écouter des personnes qui ont attendu pendant très longtemps la possibilité de s'exprimer et de faire... On va en parler tout à l'heure, tout au long de cette émission. Est-ce que vous avez été satisfait de la façon dont les choses ont été organisées? Est-ce que vous vous attendiez à cette façon d'organiser? En dépit de tous les ratés que nous on apprenait. Les assises qui sont déroulées malheureusement dans, je ne dirais pas dans incognito, mais sans grand bruit. Par contre, et sans grande mobilisation. Ça devait intéresser tout le monde. Mais je crois que ça a intéressé beaucoup de gens. Il y a les principaux partis qui ont boudé l'événement, les travaux. Et par conséquent, leurs militants, on a appris que dans certaines villes, dans certaines régions, c'était boudé. Aux États-Unis, il y a eu en tout et pour tout 80 personnes pour toutes les États-Unis. Pour tous les États-Unis, pour tout le temps que les conseillers, les missionnaires ont passé aux États-Unis. En France, c'était aussi la même chose. Il faut négocier les gens pour les faire venir, pour leur demander. Et ça, ce n'était pas l'objectif visé. Est-ce que, eu égard tout ça, M. Baouri,
C'est une fierté. Vous pensez que vous avez réussi votre mission? Bon, en toute sincérité. Bon, déjà, vous faites erreur. Allez-y. Parce que les assises nationales, ce n'est pas un débat politique. Ce n'était pas un débat qu'il fallait politiser. C'est une dynamique sociétale d'aller en contact avec des groupes de personnes qui subissent des discriminations, qui ont des souffrances, qui sont étouffées, certains par le passé, d'autres par une réalité qui les étouffe, qui les empêche de vivre pleinement leurs droits de citoyens. C'est beaucoup plus intéressant d'écouter cela que de tout politiser au risque de passer à côté de ce qui est essentiel. Par exemple, moi j'ai constaté qu'avec ces assises, le passé de la Guinée ne fait plus peur à personne. Les gens parlent en toute liberté des méfaits. Les gens s'ouvrent, ils s'ouvrent, ils s'expriment, et d'ailleurs d'autres, plus le temps a passé, plus ils en voulaient davantage, en se disant peut-être qu'ils sont en train de rater une occasion de s'exprimer, d'aller devant le public, raconter des souffrances, remémorer le souvenir d'un père disparu dans des conditions tragiques. Tout cela, pour certains, c'est le fait de s'ouvrir et de rechercher une certaine paix mais est-ce que ce n'est pas un intérieure. déni? Est-ce que ce n'est pas le déni de la réalité quand vous pensez, qui consiste à dire que c'est un débat citoyen et que les militants des partis politiques ne sont pas concernés? Cependant, ce sont les militants qui sont aussi des citoyens et qui sont appelés à aller témoigner et qui sont très nombreux. Par exemple, je peux vous donner, très représentatifs. je peux vous Est-ce que donner- ce n'est pas ce qui est la Non. raison de l'échec Vous de êtes à cette côté, initiative noble? je répète que vous êtes à côté d'une dynamique qui est beaucoup plus importante que ça. Moi, j'étais à l'Abbé. Le président du comité préfectoral des assises de l'Abbé, c'était le maire de la ville qui est un responsable de l'UFDG. Et dans chacune des comités préfectoraux, il y avait un représentant. Oui, mais c'est une autorité. Est-ce qu'elle a réussi à mobiliser au-delà? Parce que en tout cas, ça, en tout cas, oui. En tout cas, vous avez été satisfait, vous? J'ai été satisfait. Les personnes morales, les représentants des sous-préfectures étaient suffisamment représentatifs des sages, des élus, des jeunes et des femmes. D'accord. Et quels sont les enseignements d'ensemble que vous avez dressés à l'issue de ces travaux-là, et dans quelle mesure ces travaux peuvent induire à la réconciliation? Bon, cela veut dire que la société a atteint une grande maturité, que les gens sont capables de s'écouter, de livrer leur message, de ressortir ce qu'ils ont de très profond en eux-mêmes, d'exprimer des raisons de leur frustration du fait d'une certaine discrimination que des groupes de nos populations subissent un peu partout, d'exprimer des réflexions qui doivent conduire à trouver des solutions pour une société plus juste, plus démocratique et plus égalitaire en ce qui concerne la représentativité de tous. Ça, c'est extrêmement important. Et je pense que pour un politique, quel qu'il soit, qui est en marge de ce processus, c'est comme s'il ne s'intéresse pas à l'avenir. Donc les politiques, selon vous, ont commis une faute? Ils ont commis une faute grave. Comment peut-on se désintéresser de ce qui est l'essentiel de la vie nationale en se désintéressant? Et pourtant, il a été décidé dans une réunion au sein d'un groupe auquel vous appartenez, qui s'appelle le G58, si je ne me trompe. Donc, cette décision je peux vous dire a été prise sans votre accord. Non, de toutes les façons. Ceux qui ont pris cette décision libre de la prendre, mais je considère qu'ils ont raté une occasion majeure de connaître la société guinéenne. Mais comment expliquez-vous, parlant justement de ces mêmes leaders politiques, on est en train de déguerpir par-ci, on est en train de faire une récupération par-là, parlant justement du domaine du domicile de Cellou Dalein Diallo. Et comment est-ce qu'on peut, un exemple parmi tant d'ailleurs, d'autres exemples, comment est-ce qu'on peut convaincre ces mêmes leaders politiques à les amener autour de la table, parlant des assises nationales? Vous savez, lorsqu'on parle pour un pays de millions de personnes, il faut savoir, est-ce qu'on parle pour les millions de personnes ou on parle pour quelques personnes?
Ce qui est le plus important, c'est de s'intéresser à ce qui intéresse les millions de Oui, personnes. mais M. Ba, à ce niveau, ce sont les cas de quelques personnes qui peuvent être réunies pour donner les cas des millions de personnes. Bon, par rapport à ça... Parce que les gens viennent expliquer leur cas individuellement. On ne vient pas défendre la cause commune à ce niveau. Du collectif. Bien entendu. Chacun vient défendre sa cause. D'un côté, comme il l'a dit, on est en train d'amener les gens à expliquer ce qu'ils ont subi. En même temps, on est en train de faire subir d'autres. Et puis, on les appelle encore de venir expliquer quoi concrètement. Vous savez, parce que l'appareil judiciaire a été mis en branle. On n'a même pas attendu. Bon, mais vous savez, lorsqu'on présente un problème, soit on contribue à résoudre le problème, soit on contribue à fausser le problème. C'est ce que nous faisons ou bien c'est ce que dans le CNRD a fait? Dans une certaine mesure, vous opposez ce qui est arrivé à des personnalités par rapport à ce qui intéresse des millions de personnes. Les deux peuvent être convergents sur un certain aspect, mais le fait de les dissocier peut faciliter, peut, dans une certaine mesure, opposer les uns aux autres. La destruction des maisons, les victimes de Kaporораï ont été entendues. Leur dossier a été pris en compte. Donc c'est pour dire que par rapport à ces destructions de biens, d'immobilier, il y a des situations qui ont posé le problème. Le plus, c'est ça? Maintenant, il y a d'autres destructions maintenant par rapport à... C'est le seul dossier qui vous intéresse le plus? Mais c'est un dossier qui m'intéresse amplement parce qu'en tant que ministre de la Réconciliation nationale, on avait déjà fait un pas en avant et c'était un exemple patent où l'État avait commis des fautes et l'État devait réparer ses torts. Et malheureusement, ça n'a jamais abouti parce qu'il y a eu des dysfonctionnements au cours des successions de régimes. Donc ça, c'est un fait. Maintenant, ce qui est le plus important, par rapport à tout cet ensemble, il y a une situation d'anormalité qui s'est développée pendant de longues années. Il va de soi que la remise en ordre de cet État sur une ligne vertueuse nécessitera, disons, des difficultés parce que ceux qui ont bénéficié de privilèges d'antan n'entendent pas du jour au lendemain céder. Et c'est la raison pour laquelle le CNRD, dans un contexte où il a des charges extrêmement lourdes, doit faire preuve de sérénité et de pugnacité pour ne pas se laisser bousculer vers des extrêmes, parce que dans une certaine mesure, je pense que certains voudraient bien que ce soit le cas. Or, ce qui est le fondamental, ce qui va dans le sens de l'intérêt du pays, c'est avoir une ligne de démarcation pleine d'équilibre et pleine de sagesse pour avoir toujours une gestion humaine de situation où il faut rétablir les droits de l'État ou rétablir les droits des personnes. Monsieur Bahouri, allez-y. Moi, la question que j'ai pour vous, à vous écouter, on a déjà écouté aussi Dame Makale Traoré qui était avec nous. On a l'impression que vous avez vécu une expérience assez enrichissante qui vous apporte beaucoup. Mais est-ce que cela se reflète sur le reste des Guinéens? Parce que nous qui sommes hors de ce cadre-là où vous avez eu à entendre les autres, on n'a pas l'impression que ces assises-là ont une répercussion sur nous. On ne ressent pas en fait la vraie dimension. Est-ce que vous pensez que ces assises ont eu la grande dimension que tout le peuple guinéen devait ressentir en fait? Bon, peut-être que nous étions immergés dans un processus. À titre individuel, les 31 personnes ont estimé que ça leur a apporté beaucoup. Et ceux qui ont travaillé dedans ont appris beaucoup, énormément. Maintenant, il nous appartient à travers le rapport qui va être diffusé par la suite, qui sera dans une certaine mesure la base sur laquelle des politiques dans différents domaines pourront être engagés, aussi bien par la transition d'aujourd'hui que par les gouvernants démocratiques qui seront installés demain. Mais est-ce qu'il ne fallait pas téléviser ces assises-là pour mieux toucher? La faute à qui beaucoup d'autres... Vous voulez la mettre sur le compte des autres politiques qui n'ont pas pris part? Non, pas simplement des autres politiques, mais je pense que... Aux organisateurs ou à qui? Il y a eu des faiblesses qu'il ne faut pas occulter. Mais il y a aussi... Sauf que vous ne les mentionnez pas avec... Non, ce n'est pas le lieu et ce n'est pas mon rôle. D'accord. Ça viendra. Alors, mais je pense que ce qui aurait dû être important,
la presse aurait dû accompagner ce processus. Même si elle n'a pas été associée. Non. On l'a accompagné d'ailleurs. La presse a accompagné, M. Baouri. Il y a une manière on de a faire, sérieusement accompagné. c'est-à-dire les assises. Peut-être il fallait faire une synergie des radios, sinon. Il y a des sites, Sinon, la presse a accompagné. Il y a des sites qui ont eu des contrats. envisagé. Bien sûr. Qui ont signé des contrats. Exactement. D'accord. Alors, Bien. c'est vrai que vous avez eu des rencontres enrichissantes, vous avez eu des témoignages touchants, mais l'objectif est ailleurs. Se retrouver, faire des propositions, des recommandations, c'est une chose, mais leur application, c'est ça la finalité. Est-ce que vous avez aujourd'hui espoir ou une garantie que le souhait ou les recommandations que vous avez eu à faire pourront être appliquées ou sont d'ailleurs applicables? Et bon, c'est tout à fait applicable. Parce qu'on ne peut pas évoluer dans une société qui devient de plus en plus inégalitaire. Il faut aller vers une société d'équilibre, de justice, où les torts seront réparés. Donc, c'est possible. Et les recommandations... Qu'est-ce qui a été demandé? Justice. Voilà. Il y en a qui n'ont pas de justice et réparation, par exemple. Attendez, Oui, lorsque le rapport final sera diffusé, vous serez largement édifié. Bon, ça c'est une chose. Mais je dois dire que la question de la réconciliation nationale n'est pas simplement le rôle exclusif des dirigeants. Il y a des discriminations dans ce pays, il y a des problèmes dans ce pays qui nécessitent l'implication des forces morales, des forces religieuses pour trouver des solutions adaptées. La transformation d'une société n'est pas seulement administrative. Elle doit se faire par la pédagogie, par la persuasion, par l'implication des hommes et des femmes pour améliorer le rapport entre eux, pour éliminer les discriminations, pour rendre les choses plus égalitaires et plus justes. C'est ça le rôle d'une société qui veut aller dans le sens mais la dynamique d'ensemble doit être impulsée par bien sûr, le sommet. Le sommet a pris l'initiative d'organiser les assises. Grâce à Dieu, dans des conditions relativement difficiles, nous avons réussi à boucler cela dans la période impartie en décalant d'une semaine. Je pense que c'est une base sur laquelle l'avenir permettra de statuer. Un homme politique, quel qu'il soit, pourra y trouver des raisons d'affiner sa vision de la situation actuelle et future. Une autorité morale doit s'inspirer de cela pour prendre connaissance qu'il y a des causes de frustration, de stigmatisation et de discrimination que certaines parties de la population vivent. Donc, il faut que la société se réforme. Et je considère que c'est un pas important pour qu'il y ait des développements multiples par la suite. Alors, il y a quelqu'un qui nous suit depuis Lille qui nous envoie ce message. En France. Il dit, je ne suis pas d'accord avec M. Ba. Dites-lui que moi j'ai participé, j'ai pris part à ces assises, j'ai écouté les témoignages, toutes les questions étaient politiques. Ça, c'est en France. Bon, c'est tout à fait normal. On peut dire que la politique doit être détachée du processus. La politique, donc, c'est... Quand on pose des questions politiques, c'est que les politiques sont concernées. Oui. Non, mais la mauvaise gouvernance de ce pays, la violation des droits de l'homme, le divorce entre l'État et la société, c'est profondément politique, mais pas politique au sens partisan du terme. C'est de manière globale. C'est notre passé, c'est notre histoire. Donc, il faut ce sont des questions politiques. Mais au-delà de ça, les discriminations de certaines couches de la population, ce n'est pas politique. C'est des survivances de passés féodaux qu'il faudra corriger, etc., etc. Les rivalités, les conflits intercommunautaires à cause de la terre, à cause de la religion, à cause de certains facteurs que certains attisent, ne sont pas directement politiques au sens partisan du terme. Donc, c'est des mécanismes globaux qui doivent permettre d'avoir la cartographie des conflits potentiels, des conflits passés, pour anticiper sur l'avenir, pour qu'il y ait une société de paix et de plus d'égalité. Mesdames et messieurs, vous êtes bien dans votre émission On refait le monde. L'invité Baouri, président de l'UDRG, on va ouvrir maintenant le registre politique, puisqu'on en a parlé d'ailleurs tout à l'heure, ça va être le point. C'est bien la première question, le chronogramme. Le CNRD a élaboré une durée de 39 mois, transférée au CNT qui rabote les 3 mois pour donner
une autre durée de 36 mois. Quelle est d'abord votre lecture, votre analyse de cette durée? Est-ce que c'est le CNT, à votre avis, qui devrait aussi se prononcer là-dessus? Avant d'aller sur cette question de CNT, je dois dire que par rapport au chronogramme, à la durée, au niveau de l'UDRG, nous avions déjà dit qu'il fallait au moins 30 mois. Dès la première semaine du mois de septembre. Parce que nous estimons qu'il y a des étapes... Mais les médias ne sont pas témoins. Hein? Bon, c'est ce que vous dites. Non, si, toi aussi. Même dans cette émission. Tu as vu, tu as la mémoire courte. Bref, c'est pour dire il y a des tâches importantes qu'il faut réaliser. On ne doit pas recommencer les mêmes erreurs et les mêmes fautes de 2009-2010. Et pourquoi nous avons préconisé un certain nombre de tâches essentielles. La Guinée... Donc vous étiez sur un minimum de 30 mois, c'est ça? Bien sûr. Et ça peut aller au-delà. Et maximum de beaucoup, combien? maximum, voilà. Bon, c'est-à-dire, c'est le contenu du programme qui doit définir la durée optimale de la transition. Mais ça doit être au minimum. Au minimum, nous avions pensé que 30 mois est une base nécessaire. Mais ça, c'était à partir du 5 septembre, la alors qu'on est déjà à 8 mois de transition. Et sur ces tâches, nous avions déjà préconisé la nécessité absolue du recensement général de la population. Parce que nous voulons que les Guinéens sachent combien sont-ils, qui sont-ils et où sont-ils. On ne peut pas, dans le contexte actuel, évoluer en ayant des approximations. Deuxièmement, ce qui devrait être lié à ça, que chaque citoyen guinéen soit inscrit dans le fichier d'état civil, avoir une carte d'identité digitalisée avec une identification nationale. Ça permet de développer par la suite des politiques ciblées vis-à-vis des catégories de la population. Si on n'a pas ça, on ne peut rien faire. Le Sénégal se permet aujourd'hui de dire je donne à des ménages relativement modestes une allocation de ressources, de revenus par rapport au Covid, par rapport aux difficultés actuelles. Nous, dans le contexte actuel, même si on le voulait, on ne peut pas. Il n'y a aucune base. Sur quoi on va dire aux chefs de quartier, vous voyez, dans le quartier qui sont pauvres, qui sont mais il y a l'ANES qui le fait. Non, ça, même l'ANIES, excusez-moi, il y a eu des recensements dans plusieurs quartiers. Ça a été fait. Il y a plus de 200 000 ménages concernés. Je connais le programme, mais ce n'est pas satisfaisant. Sur quelle on peut base? améliorer. Il faut d'ores et déjà que ce pays, que chaque citoyen puisse affirmer sa citoyenneté avec sa carte d'identité. Donc, en clair, vous approuvez le délai? J'approuve le délai parce que s'ils font le travail correctement, la Guinée va gagner rattraper le retard par la suite. Et c'est à partir de là que le fichier électoral sera exhaustif et crédible. Parce que si on ne connaît pas la population globale, tu ne peux pas avoir une projection. Il y a 2 ans et demi, 3 ans, on nous disait un fichier électoral de 7 millions, après 8 millions d'abord, 7 millions ensuite, 5 millions, et puis je ne sais pas, c'est retombé à combien. Cela veut dire que c'est de l'amateurisme. Et c'est la raison pour laquelle ce fichier électoral qui était utilisé lors des élections précédentes est à jeter à la poubelle. On ne peut pas penser qu'avec des fichiers de ce genre, on peut restaurer la paix, la stabilité et la confiance en un processus transparent. Donc ceux qui disent on peut nettoyer ça, je pense qu'ils oublient que des morts, des 10 années d'instabilité à cause de fichiers qui ne reflètent pas la réalité. Et si on veut demain la paix, il faut construire les conditions de la paix maintenant. D'accord. Et donc dire que c'est futile, que ce n'est pas la tâche de la transition, mais 2009-2010, il y a beaucoup de choses qui ont été escamotées tout simplement pour gagner du temps. Mais qu'est-ce qu'on a gagné? On a perdu 11 ans. On a perdu 11 ans. Voulu par vous à l'époque, la classe politique. Bon, j'assume. Oui, mais est-ce que ce n'est pas une erreur aussi? Vous assumez ou bien c'était une réalité? C'est une réalité parce que même la Constitution qui aurait dû être adoptée par voie référendaire, pour gagner du temps, on a dit il suffit simplement
par d'autres qu'il suffit que le président de la transition signe. Et ça nous a rattrapés. Tous. Parce que ceux qui disaient il faut que simplement le président de la transition signe... Vous n'en signe... faisiez pas partie de ceux qui... J'étais dans la classe politique. Non, à titre individuel, est-ce que vous n'approuviez pas? Parce que vous étiez de la Grande Loge à l'époque. Grande Loge ou Petite Loge, ça n'a pas d'importance. Mais je dois dire que dans le feu de l'action, il y a des choses sur lesquelles j'étais d'accord par consensus. Par consensus, il y a d'autres, je n'étais pas d'accord. Je n'étais pas d'accord le fait d'inverser l'ordre des élections en disant... Les législatives, rejetons ça plus tard, organisons maintenant la présidentielle. À partir de ce moment-là, le pays a volé en éclats. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une erreur de penser que, sauf l'équipe de transition peut tout faire, est-ce que vous n'oubliez pas qu'on est aussi dans un contexte... Monsieur Keïta, je vais terminer, arrêtons-nous. Non, je vais poser la question... Arrêtons-nous un peu. Je vais poser la question. Oui, je vais poser la question. J'ai pas fini, je vais poser la question. Il faut que les auditeurs comprennent. Peut tout faire. Est-ce que ce qui doit permettre de créer les conditions idoines pour qu'il y ait des élections transparentes, crédibles, acceptées par tous, est-ce que cela, c'est superflu par rapport à une transition? Alors je vais rester même dans vos propos. La première des choses, il y a par exemple le recensement général. Vous en avez fait allusion tout à l'heure. Est-ce que vous ne pensez pas, par exemple, que cette étape peut être continuelle, ça peut être fait même par... ça peut démarrer justement, et que le président élu termine. Parce que ça demande un minimum, 30 mois. Donc ça, c'est un aspect. L'autre aspect qu'il ne faut pas oublier, on est quand même dans un contexte géostratégique qu'on ne peut pas ignorer. Il y a la CEDEAO qui a ses principes et la Guinée est membre entre griffes de cette communauté. Non, il n'est pas entre griffes. Oui, je le dis parce qu'on va me dire peut-être qu'on est suspendu. Ce n'est pas entre guillemets. La Guinée est membre. Ça, c'est un aspect. Est-ce que prendre un délai ou annoncer un chronogramme qui ne tient pas compte de tous ces paramètres-là, ce n'est pas plonger le pays dans une autre crise? Non, au contraire, on est en train d'empêcher qu'il y ait des crises derrière le processus. En faisant fi à la démarche de la CEDEAO? Attendez, nous parlerons de la CEDEAO après. Mais la paix dans notre pays dépend de nous. Nous voulons la paix ou nous voulons que notre pays soit toujours à la traîne. Je veux que la Guinée soit un pays organisé, un pays qui peut espérer demain rattraper les autres, voir les autres. Mais contrairement à ce qui se passe sur le terrain, est-ce que vous pensez que... Oui, on est en train vraiment de cultiver la paix. En tout cas, par rapport aux étapes, je considère que c'est les étapes nécessaires pour doter le pays des moyens de son essor et de son organisation, de la citoyenneté d'abord, ensuite de la capacité administrative de mieux gérer nos politiques publiques par la suite, de mieux les cibler, de mieux les orienter et d'avoir des élections transparentes et crédibles à travers des fichiers. Cela m'amène, si vous permettez, à la durée. Au-delà de la durée. Avec la question, s'il vous plaît. Cette question, puisque vous êtes là, vous n'allez pas oublier, vous notez. Il y a cet auditeur qui dit de vous demander, vous qui venez de rentrer de l'intérieur du pays ou pour une mission de réconciliation et de pardon, on vient de cocher des maisons privées, les gens sont sommés de libérer. Quel est votre avis par rapport à tout cela? Surtout que c'est des gens, selon cet auditeur, qui ont été installés par l'administration. Une autre forme de menace même de la paix. L'auditeur, il a raison. À Koubia, qui est une bourgade relativement éloignée, parmi les préfectures les plus pauvres du pays, le problème s'est posé. Et donc, pendant des années et des années, les administrateurs ont spolié le patrimoine de l'État. Le CNRD a une volonté de récupérer le patrimoine de l'État. Donc, des personnes qui ont été victimes de l'arbitraire ou de la cupidité ou de la mauvaise gouvernance des anciennes administrations, avec les années et des années de retard, deviennent des victimes d'une situation que peut-être leurs descendants ou leurs ayants droit n'ont pas, disons, ne sont pas les auteurs, mais vivent une situation de fait que d'autres ont pris par la suite. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appliquer, à mon avis, une politique au cas par cas, en privilégiant, dans une large mesure,
une gestion plus humaine et plus rationnelle de ce problème que les anciennes administrations sont responsables. Mais sauf que c'est eux qui font les frais, malheureusement. C'est-à-dire privilégier une gestion humaine. Si dans une localité, il y a de nouveaux espaces qui ne sont pas stratégiques, il appartient à l'État de considérer l'ancienne zone réservée comme étant caduque, puisque ça a été spolié pendant des années et des années, et de trouver par un aménagement du territoire bien adapté de nouvelles réserves foncières de l'État pour la construction de certain nombre de choses. Par exemple, à Dabola, il y a des gens qui ont vendu des morceaux de la piste qui était prévue pour l'aéroport. Vous étiez sur le cas de Koubia d'abord. Koubia, c'est un cas, c'est-à-dire c'est une petite ville, donc il y a des moyens de trouver cas par cas comment régler les problèmes sans pour autant faire souffrir la population. D'accord. Et c'est à cela qu'on demande au CNRD. Gouverner, c'est faire des choix ayant des principes qui permettent d'atténuer les souffrances des populations. Et je pense qu'il faut aller dans cette direction. Ne pas aller tête baissée comme un bulldozer et qui rase. Non, trouvons cas par cas, localité par localité, les moyens les plus adaptés pour faire souffrir ou impacter négativement le moins de personnes. Là, vous prodiguez des conseils à l'endroit du CNRD. C'est possible. Le CNRD a pris un communiqué. Non, c'est la question qu'il veut poser. Je veux juste l'aider. D'accord. Le CNRD a pris. On dirait que je suis demandeur de l'aide. Oui, parce que je suis voisin, je suis ton voisin direct. Et ça, on s'était susurré là. Ouais, maintenant, le CNRD a pris un communiqué interdisant toute manifestation et fixé, adopté et prendre acte du chronogramme qui a été fixé par la CENI. Et à Condé qui le rappelait tout à l'heure, vous êtes membre fondateur de l'OGDH et vous êtes à cheval pour la défense des libertés. Comment vous trouvez cette décision du CNRD pendant cette période de transition? Qui a été condamnée, bien entendu, par l'OGDH. Vous commencez par dire que la position du CNRD, dans un espace politique où il y a des difficultés de susciter une capacité de rencontre, une capacité de médiation, une capacité de discussion entre partenaires, ça pose problème. Et la classe politique guinéenne doit tirer les leçons de son histoire. Aujourd'hui, hier, nous avions un régime qui était fermé à toute capacité de discussion et de dialogue de manière sérieuse. Aujourd'hui, il y a une possibilité d'espace qui peut permettre de se rencontrer, de discuter, de poser les problèmes. Ah bon? Bien entendu. Mais c'est ce que la classe politique on entend dans leur déclaration. Mais la classe politique, je fais partie de la classe politique, donc dites une partie de la classe politique, pour être juste. Il y a un cadre de concertation. Alors la grande partie. Il y a, peu importe. C'est important, c'est important, M. Baouri. Il y a un cadre de concertation que nous avions demandé avant même que cela soit lancé, pour permettre à l'ensemble de la classe politique et les forces vives de se retrouver avec le groupe dirigeant CNRD et gouvernement pour envisager les différentes questions qui se posent, aussi bien à la transition qu'au pays. Il y a une décision qui a été prise de mettre en place un cadre de concertation. Oui. Lorsqu'on est en politique, il ne faut pas dire qu'on peut avoir tout ce que l'on demande. Mais le minimum. On a le minimum. Est-ce qu'on a le minimum? On a le minimum. Vous estimez? Bien entendu. Et donc, vous pensez que les réclamations, par exemple, de G5 et RPG G58 et RPG Arc-en-Ciel, vous estimez que ce sont des réclamations qui n'ont peut-être pas de sens ou qui ne sont pas opportunes? Ce qui est important, le cadre de concertation. Certains même qui recusent la forme que le gouvernement a adoptée étaient même ceux qui demandaient l'inscription de la société civile parmi les acteurs devant prendre parti au niveau du cadre de concertation. Donc, il y a un cadre qui doit être meublé, qui doit être rendre opérationnel le plus rapidement possible. Et là, ceux qui veulent, par la médiation, par la discussion, par la concertation, trouver des solutions à différents problèmes, ce cadre
est approprié à mon avis. D'accord. Au cours d'une rencontre. Maintenant, si parmi certains de la classe politique considèrent que le CNRD est un danger pour eux, ça c'est une prise de position qu'ils doivent assumer. Et c'est le cas, selon vous? Certains l'ont dit. Certains l'ont dit. À partir du moment où vous dites que les responsables qui gouvernent le pays constituent un danger pour vous, mais qu'est-ce que vous pouvez attendre de la réaction? Pourtant, d'autres responsables ont été des blocus, des obstacles pour vous même. Attendez, parlons pas à pas. Oui, mais ce que je dis, c'est une réalité, M. Ba. À partir du moment où certains disent que le CNRD est un danger pour eux, c'est une déclaration de guerre. Mais vous avez qualifié d'autres pouvoirs aussi de la même façon. Attendez. C'est une réalité. Vous êtes d'accord avec moi? Allons pas à pas. Non, si vous êtes d'accord. Allons pas à pas. D'accord. Allez-y. Si quelqu'un dit que le CNRD est un danger pour eux, qui l'a dit? Mais c'est pas une habitude, ça n'a c'est pas c'est quelque chose. C'est quelque chose. Ça a été dit, on sait ce que c'est quelque chose d'habituel. Qui l'a dit? C'est quelque chose d'habituel. Allez-y. Non, on va l'écouter. Écoutez-moi sérieusement, parce que ce qu'on dit, ce n'est pas ce qui se passe en 2016. Attendez, qu'est-ce qu'elle n'a pas marché entre-temps? Ce n'est pas 2016, Ndoye. Nous sommes en 2022. Aujourd'hui, lorsque vous déclarez quelque chose, il faut assumer la totalité de votre déclaration. À partir du moment où vous vous adressez à un régime qui est d'essence militaire, que c'est un danger, attendez-vous à ce qu'ils aient des réactions disproportionnées par rapport à cela. C'est le cas. Et c'est à ce niveau-là que le CNRD doit faire preuve de beaucoup plus d'intelligence et de sérénité pour ne pas tomber dans le piège. D'où la nécessité, par rapport à des principes constitutionnels, de ne pas déroger à ces principes constitutionnels, d'avoir la possibilité au cas par cas, en fonction des circonstances, de pouvoir statuer, mais ne pas toucher aux principes constitutionnels. Vous êtes d'accord pour l'interdiction des manifestations? Mais si je viens de te dire de ne pas toucher aux principes constitutionnels de la liberté de manifester, sur le principe, sur la pratique, lorsque l'ordre public est menacé, il va de soi qu'il faut prendre des décisions de gouvernance. Dans un français simple, est-ce que vous êtes d'accord sur l'interdiction? Lorsque vous dites que je suis un danger pour vous ou que vous êtes un danger pour moi, à partir de ce moment-là, je me méfierai de tout ce que vous prenez vos dispositions. Bien sûr. Autrement, vous approuvez l'interdiction? Je n'approuve pas l'interdiction. Je Si dis le au CNRD de faire de se méfier, preuve de sérénité pour ne pas tomber dans le piège que certains veulent les pousser. Toujours langue de bois, M. Baouri. Non, c'est clair ce que j'ai dit. Pas du tout. Est-ce que vous approuvez la décision d'interdiction? Oui ou non donc? J'ai contre les manifestations intempestives lorsque Alpha Condé était au pouvoir. Oui ou non? Là n'est plus la question. Parce que je considère que vers la fin, oui, vous étiez contre. Oh là là. On vous a vu plusieurs fois dans les manifestations, monsieur Baouri. Bien sûr. Vers la fin, depuis l'étranger même d'ailleurs. Oui, mais Baouri à plusieurs manifestations. Et puis on vous a vu sur les capots. On est bousculé par le temps. Récemment, il y a eu une rencontre au siège de l'UFDG du C58 et à l'occasion, il y a eu une délégation du RPG qui est venue prendre part à ces rencontres. On a parlé de Rabi Bocha, de rapprochement. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? Non, de toutes les façons, vous savez, ça les regarde en tant que parti. Non, mais vous êtes observateur. Je ne suis pas observateur, je suis engagé. D'accord. Alors donc ça les regarde. Oui, non, mais il vous arrive souvent de dire que la classe politique doit vers sa mure. Il faut qu'il y ait un minimum de cohérence. Bien entendu. Et même la morale. Est-ce que c'est cohérent? Par rapport à cela. Oui. La dernière question. Avant-hier, nous avions demandé à rencontrer le RPG. Lorsque je dis avant-hier, c'est-à-dire tout au début, après le coup d'État. 5 septembre. Je suis allé plusieurs fois rencontrer M. Saloum Cissé. Nous avons fait des démarches au niveau de la CORED pour essayer d'amener l'ensemble de la classe politique, au-delà des divergences, de parler le même langage dans un contexte où nous sommes tous interpellés et intéressés pour une marche apaisée et réussie de la transition. Je pense qu'ils n'ont pas donné suite. Et maintenant, il y a des facteurs objectifs qui font que ceux qui ne voulaient jamais se voir, officiellement, se voient parce qu'il y a des contradictions. Où il y a à l'époque, est-ce que par exemple du côté de l'UFDG, il y avait de la résistance? Il y avait une opposition à cette éventuelle rencontre? Je ne peux pas parler au nom d'un parti auquel je n'appartiens pas. Donc à eux de parler. Mais ce que je dois dire, que la classe politique
tout au début, au lieu d'anticiper, d'avoir une vision globale de la transition, a préféré chacun pour soi Prêcher et Dieu pour tous. Et par la suite, les circonstances ont amené un certain groupe à se coaliser puisqu'ils ont des intérêts communs. Maintenant, et les intérêts cette communs, coalition, est-ce que cette coalition peut avoir un impact? Ces intérêts communs, c'est d'abord la CRIEF. Deuxièmement, les crimes de sang. Troisièmement, la récupération des domaines de l'État. Ce sont ces trois facteurs qui, dans une certaine mesure... Donc il y a comme... Attendez qu'il termine. Dans une certaine mesure, Dans une certaine mesure, ont amené des groupes à se retrouver. Et la durée de la transition qui est brandie n'est en fait qu'un prétexte pour maquiller cela comme étant une revendication. Oui, mais bien avant, ils ont... Voilà ce qu'on pouvait dire avec l'invité du jour, M. Baouri, président de l'UDRG. Merci à vous d'être